Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Des douleurs les plus courantes aux plus complexes, l'ostéopathie permettrait de soulager les maux du quotidien grâce à une approche douce et orientée. Mais comme toutes les médecines complémentaires, l'ostéopathie possède ses détracteurs et ses partisans dans le corps médical. Ce soir, nous vous proposons donc un éclairage sur les principes et les techniques qui entourent cette pratique pour que vous puissiez vous forger votre intime conviction. Mais au final, quoi qu'on en pense, le principal reste tout de même le bien-être du patient et c'est lui qui aura le dernier mot. Voici donc les objectifs pédagogiques que nous allons aborder dans l'émission. 1. Connaître les grands principes de l'ostéopathie. 2. Savoir comment se déroule la consultation. Et enfin 3. Identifier les applications cliniques de l'ostéopathie. Je vous présente tout de suite mon invité de ce soir, le docteur Gilles Mondoloni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin ostéopathe à Maison Lafitte et vous venez de publier votre dernier ouvrage, le guide de l'ostéopathie, aux éditions Odile Jacob. Alors, dans la première partie de cette émission, on va parler des principes de l'ostéopathie. Alors, est-ce que vous pouvez, ça va être une tâche difficile, mais un petit peu nous définir en quelques mots ce qu'est l'ostéopathie? Alors, l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle qui agit sur la globalité de l'organisme et qui va viser par un examen clinique particulier à détendre les muscles, relâcher les contractures musculaires, repermettre aux articulations de bouger de bonne façon. Et ça, c'est pour l'action sur l'appareil musculo-squelettique, mais ça va également permettre d'agir sur des problèmes ORL, des problèmes digestifs, des problèmes neurologiques. Donc c'est une action manuelle, globale, qui se fait à visée de reprogrammation de l'homéostasie de l'organisme. Est-ce que vous considérez l'ostéopathie comme une spécialité de la médecine à part entière ou elle doit s'intégrer vraiment Je pense que quand on l'a fait toute la journée, c'est vrai que c'est une vraie spécialité parce que ça exige beaucoup de temps, beaucoup de préparation, un toucher tissulaire qui se fait au bout de plusieurs années. Donc je pense que oui, ça devrait devenir une spécialité parce qu'elle est très noble, très complexe, très complète. Elle devrait être enseignée aussi en faculté de médecine, ça commence à se développer de plus en plus, car la vision de l'ostéopathie dans l'examen du patient est tellement fondamentale, tellement différente de la médecine classique qu'on ne peut pas l'oublier en fait. Ça devrait faire partie de l'enseignement obligatoire de tout jeune étudiant en médecine, tout interne en médecine qui veut être diplômé médecin. Alors, je le rappelle, vous êtes donc médecin ostéopathe. Quel était votre parcours pour en arriver là? Alors, j'ai commencé par la médecine générale, donc en fait, c'était en 96. Donc, très rapidement, il faut reconnaître, la médecine générale ne m'intéressait pas tellement. C'était une médecine que je qualifiais d'un peu trop chimique, pas assez naturelle. Donc, très rapidement, je me suis intéressé à la médecine du sport, à la traumatologie du sport. Donc, j'ai passé les diplômes correspondants. Donc, j'ai pu travailler à la clinique du sport à Paris. Ensuite, rapidement, je me suis formé à l'ostéopathie, la médecine manuelle et l'ostéopathie, donc l'ostéopathie faite pour les médecins. Donc j'ai intégré l'équipe du docteur Robert Meigne et Jean-Yves Meigne. Donc je suis depuis 2001 donc, attaché des hôpitaux de Paris donc, dans le service de médecine physique de l'Hôtel-Dieu. J'enseigne l'ostéopathie depuis environ 2001. En parallèle, je me suis aussi beaucoup intéressé à d'autres médecines naturelles comme l'acupuncture, la micronutrition. Donc, et puis je partage mon temps entre mon cabinet à Maison Lafitte et puis l'enseignement, activité que j'adore. Donc vous avez dit dans ma première question que vous étiez un médecin qui était avant tout un médecin qu'on appelle du corps entier, dans sa globalité. Vous dites même dans votre livre, l'ostéopathie est une thérapie qui appréhende l'individu dans sa globalité, à la différence de la médecine classique qui tronçonne fréquemment le corps en multiples organes sans interrelation mutuelle. C'est fort comme mot enfin pas contre la médecine traditionnelle, mais c'est vrai que... C'est fort, mais c'est la réalité. Quand un patient vient voir son médecin traitant, quand on a un problème de genou, on va se précipiter, quand on est médecin classique, sur l'examen du genou. S'il y a de l'arthrose, on aura tendance à penser que toute pathologie douloureuse du genou qui fait venir le patient est liée à l'arthrose, alors qu'en fait, un ostéopathe va certes considérer qu'il peut y avoir un problème mécanique au niveau d'un genou, mais il va chercher à voir quels sont les liens, par exemple, son articulation de la hanche, son articulation du pied qui a pu se bloquer, articulation également au niveau du bassin. Donc il va chercher en fait à créer des ponts entre différentes articulations qui sont éloignées, mais qui sont unies par en fait les groupes musculaires. Les muscles sont unis par rapport aux articulations. Et donc s'il y a une perturbation de la mobilité de l'articulation, par le jeu musculaire, vous pouvez avoir des déplacements des articulations qui vont se répercuter en amont et en aval. Et c'est le but de l'ostéopathe justement de détecter ce qui est à la racine du mal pour traiter la racine du mal, mais également la conséquence du mal.
Et donc on ne s'éloigne pas trop des médecines traditionnelles. Est-ce qu'on est obligé de s'éloigner de ce qu'on a appris? Ou ça va de pair et justement c'est peut-être la médecine traditionnelle qui devrait évoluer? Je pense que tout est complémentaire. La médecine classique a beaucoup de qualités. C'est une médecine qui est rigoureuse, qui est scientifique, qui a une imagerie qui est très performante, avec des traitements très puissants. Donc c'est une médecine qui va être très efficace pour explorer des pathologies graves, pour traiter des pathologies graves, pathologies de l'urgence. Par contre, c'est vrai que sa vision qui est un petit peu réductrice sur uniquement l'organe qui fait venir le patient est un petit peu dommageable pour le patient, parce que ça aboutit souvent à une accumulation d'examens complémentaires qui ne sont pas toujours en fait utiles, irradiation du patient, coupe à la sécurité sociale, alors qu'avec une vision ostéopathique, c'est vrai qu'on réussit par un toucher particulier à sentir, à développer une forme d'intuition pour savoir où est le problème, où faut-il s'attaquer au problème pour commencer. Et on évite de facto le recours à beaucoup d'examens complémentaires. Alors, on apprend beaucoup de choses dans votre livre, et notamment que pour vous, le pivot vraiment central, c'est la colonne vertébrale. Tout se passe par ce pivot central et après va comment dirais-je, s'étaler petit à petit avec les tissus, les muscles. Expliquez-nous un petit peu. Il faut savoir que le corps humain est rempli de nerfs et surtout le rachis. Donc tout autour du rachis, il y a des surfaces articulaires, les ligaments, les capsules articulaires, les muscles sont remplis de terminaisons nerveuses. Donc dès qu'il y a un souci au niveau d'un élément d'une vertèbre, que ce soit l'articulation, le ligament, le muscle, la moelle épinière va être informée. Elle va envoyer des informations vers le cerveau et le cerveau, par rétrocontrôle, va réagir. Donc si par exemple vous avez une arthrose, une vertèbre qui a bougé, les récepteurs de la capsule articulaire, donc de l'articulation par exemple lombaire, vont être alertés. Il va y avoir une impulsion nerveuse très importante vers la moelle épinière qui va donner un ordre également qui arrive au cerveau. Et le cerveau, par voie réflexe, va par exemple décider de créer une contracture musculaire. Contracture musculaire qui est là pour protéger la souffrance articulaire. D'accord. Et donc on a donc ce réseau qui est finalement physiologique, mais vous avez entre guillemets appris à le connaître, à le décrypter de la bonne façon qui soit en fait. À l'origine des mots, vous appelez cela, donc il y a ce que vous appelez la lésion ostéopathique. Donc c'est vraiment, ça représente quoi? C'est une entité? C'est un terme très cher aux ostéopathes classiques américains, les ostéopathes non médecins. Donc qu'est-ce que c'est que la lésion ostéopathique? C'est en fait un dysfonctionnement de l'appareil musculo-squelettique qui va aboutir en fait à des troubles de la mobilité de l'articulation, qui va aboutir à des tendons qui sont un peu raides, des muscles qui sont un peu raides. Et la lésion en général ostéopathique, in fine, elle devient douloureuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en pratique? C'est par exemple la conséquence d'une petite chute passée inaperçue, d'un petit mouvement de torsion, parce qu'on a fait un petit mouvement de golf un petit peu trop poussé. Donc il va y avoir en fait de manière très insidieuse un petit déplacement d'une vertèbre de l'ordre d'un dixième de millimètre, maximum 1 millimètre, qui ne va pas être forcément perçu par la personne, mais qui va être ressenti au plus profond des récepteurs du dos. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette lésion ostéopathique? Les récepteurs sont activés, ils envoient des impulsions nerveuses vers la moelle épinière va réagir, et tout ça, ça se fait de manière inconsciente. Si cette lésion ostéopathique n'est pas diagnostiquée rapidement, elle aura tendance à se chroniciser, à s'aggraver. Donc c'est pour ça que c'est important face à des douleurs qui apparaissent, qui ne passent pas au traitement chimique classique, de consulter assez rapidement un ostéopathe qui va faire un diagnostic complet, qui va bien sûr mettre en lien l'interrogatoire, on peut en parler si vous le souhaitez tout à l'heure, mais qui va permettre de créer des liens dans la compréhension fine du problème en fait. Et comment comment l'ostéopathie va résoudre cette lésion? On parle, vous allez faire, on va l'évoquer tout à l'heure, des actions qui sont plutôt mécaniques, mais il n'y a pas que l'action mécanique qui va jouer dans la résolution de ces lésions? Alors l'ostéopathie va agir à 3 niveaux. Il y a une action qui est mécanique, une action qui est réflexe, une action psychique qui intervient toujours. Alors qu'est-ce que c'est que l'action mécanique? C'est la plus connue, la plus facile à comprendre. Vous avez par exemple une vertèbre qui a bougé, qui s'est un peu déplacée, les surfaces articulaires, elles sont moins en rapport les unes avec les autres. Que fait l'ostéopathe? Il va chercher à remettre les surfaces articulaires en face l'une avec l'autre. Donc on comprend très bien que si on remet en place les articulations l'une en face de l'autre, évidemment, l'articulation va cesser de souffrir, les muscles qui sont autour vont arrêter de se contracter. Donc ça, c'est l'action mécanique. Cette action mécanique aussi, elle peut passer par une action musculaire. Donc quand il y a une contracture musculaire qui va créer une douleur, ou quand il y a une douleur articulaire qui se complique de contracture musculaire, l'ostéopathe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étirer,
décontracter les muscles, et donc le jeu articulaire sera plus performant, et donc il y aura moins de douleur. Donc ça, c'est l'action mécanique. L'action réflexe, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on obtient en général quand on fait une manipulation. La manipulation, c'est quoi? On va en parler, je pense, tout à l'heure, mais c'est un mouvement réflexe très rapide, non violent, qui va aboutir par la simple action de la grande rapidité, une réaction réflexe au niveau des récepteurs de la moelle épinière, qui vont aboutir, via le cerveau, à un ordre de décontraction globale du muscle. Dans l'action réflexe, il y a aussi l'action de libération des endorphines. Donc quand on fait un acte ostéopathique, surtout manipulatif, on va libérer les endorphines, les fameuses morphines naturelles. Et puis ne pas oublier bien sûr l'action psychique, qui est liée bien sûr à l'effet placebo, qui est plus ou moins important en fonction de la problématique, du patient, de l'aura du thérapeute, etc. etc. C'est la combinaison de ces trois actions en fait, qui crée l'efficacité de l'ostéopathie. Et puis peut-être aussi à l'idée du patient qui se dit, voilà, il sent qu'on lui fait quelque chose et que parfois un médicament, ça peut être un petit peu éloigné en se disant, bon, bah, j'ai pris un médicament, je ne suis pas sûr ce qu'il va agir. Là où il se dit peut-être aussi, bah, on agit sur mon corps, donc forcément ça va aller un petit peu mieux. On va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission qui est le déroulement de la consultation. En combien de temps ça dure une séance chez l'ostéopathe? Il n'y a pas de règle en la matière, mais en général, c'est vrai que le minimum, c'est à une demi-heure, ça peut aller jusqu'à 45 minutes, 1 heure. La première consultation est toujours un peu plus longue parce qu'il y a un temps d'interrogatoire qui est plus important. Mais en moyenne, c'est entre une demi-heure à 1 heure. Alors ça va dépendre bien sûr de la pathologie du patient, de l'ancienneté, de la dextérité de l'ostéopathe, des notions d'intuition, parce que quand vous êtes un ostéopathe avec une certaine vista, une certaine intuition, c'est clair que vous allez vite à l'essentiel, donc la consultation est un peu plus courte. Donc cet interrogatoire va être policier, vous le disiez, en tout début en tout cas de la première séance, vous allez faire un interrogatoire typique d'un examen clinique en fait. C'est ça. En fait ce qu'on cherche à savoir, c'est avoir un maximum d'informations qui vont nous aider en fait à guider le diagnostic. Et donc si on guide le diagnostic, évidemment le traitement sera de meilleure qualité. Donc qu'est-ce qu'on cherche à savoir? C'est les questions classiques qu'on retrouve également dans un interrogatoire médical. Le type de pathologie, l'ancienneté, les horreurs de la douleur, les facteurs aggravants, les notions d'hygiène de vie, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il est sédentaire, les traumatismes du passé, qui sont potentiellement anciens, oubliés, mais qui sont potentiellement en relation avec le problème actuel. Et c'est là où l'ostéopathie est intéressante, c'est qu'elle va chercher à rattacher par exemple une petite entorse du passé inaperçue, d'une cheville par exemple, avec un patient qui va nous voir aujourd'hui avec une souffrance de l'articulation du genou. Et ça, c'est vrai que la médecine classique ne le fait pas trop. Faut-il aussi encore s'en souvenir de ce petit traumatisme qui parfois n'est pas facile à retrouver. Vous utilisez aussi énormément vos sens. On commençait par l'observation. Vous regardez, qu'est-ce que vous regardez finalement? Vous regardez votre patient qui est devant vous. Qu'est-ce que vous essayez d'évaluer? Alors, comme un médecin classique, on va regarder le morphotype, donc le poids, la taille. On va après regarder un peu plus les courbures de la colonne vertébrale. On va regarder l'asymétrie ou l'asymétrie des membres inférieurs qui vont être à l'origine de contraintes supplémentaires sur certaines parties de l'articulation. On va regarder aussi des notions de posture qui est asymétrique. Donc ça fait beaucoup appel à effectivement la vision, mais le toucher aussi est très important. Bon, on va y aller tout de suite. Le toucher, la palpation, vous dites c'est vraiment vos mains qui vont faire la majeure partie du travail. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous recherchez et qu'est-ce que vous allez ressentir finalement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut beaucoup d'années pour éduquer son toucher, son palpé. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant au début. Ça prend beaucoup un apprentissage qui dure combien? Plusieurs années? Ça prend vraiment beaucoup d'années. Il faut vraiment voir beaucoup de patients régulièrement pour avoir développé une capacité kinesthétique, donc de perception des finesses en fait, des tissus cutanés et sous-cutanés. Donc que va faire un ostéopathe en fait, qui a un peu l'habitude? Il va palper tour à tour les tissus superficiels et de plus en plus profonds. Donc au niveau de la peau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de voir quelle est la texture de la peau. Est-ce qu'elle est souple? Est-ce qu'elle n'est pas souple? Sa chaleur, son côté empâté ou pas? Un petit peu plus en dessous, donc il va chercher à voir s'il n'y a pas des adhérences donc, sous les tissus cutanés. Donc est-ce que les tissus sous-cutanés sont adhérents par rapport à la peau? Donc ça, c'est des notions importantes. L'articulation, il va la regarder bien sûr, il va voir si elle est gonflée, si elle est modifiée dans sa forme, si elle est déformée, donc ça c'est des choses importantes. Au niveau musculaire, il va s'enquérir de rechercher des contractures musculaires, une tonicité musculaire. Donc vous voyez, et c'est tout un ensemble qui s'obtient par une analyse fine palpatoire du patient.
Et vous avez donc ce rapport un petit peu privilégié avec le patient, que n'a pas forcément un médecin généraliste qui ne va pas avoir autant de temps que vous pour s'occuper de ce patient. Tout à fait. Et puis, il faut un peu de temps, effectivement. Il faut un ressenti. C'est vrai que le patient, quand il est dans le lâcher-prise, parce que c'est une forme de lâcher-prise, il ne faut pas se leurrer, avec son ostéopathe ou tout thérapeute qui agit en médecine manuelle, effectivement, il est dans le lâcher-prise, il est dans une bonne configuration aussi pour se laisser aller, pour s'abandonner, pour se livrer et pour se confier. Tout ça, c'est important aussi. Alors, il y a bien entendu tout ce qui va être manipulation que vous allez devoir faire. Il y a des manœuvres, des manipulations, il y a ces différents termes qu'on retrouve. On parle des manœuvres, les quatre manœuvres des vertèbres. En quoi ça consiste? Alors, en fait, c'est un thème cher à mon maître Robert Meigne, qui a établi que pour avoir une détermination précise de l'endroit où la personne a mal, donc il a bâti un protocole diagnostique qui consiste en fait à passer en revue chaque vertèbre l'une par rapport à l'autre. Donc il commence en haut, il descend progressivement. Et donc par vertèbre, il va appuyer sur 4 endroits. Il va appuyer en fait sur l'articulaire postérieur. Il va appuyer dessus, il va voir si c'est douloureux. Il va appuyer sur l'épineuse. Donc il va faire un mouvement d'arrière en avant. Il va appuyer sur la face latérale de l'épineuse pour voir ce qui se passe quand on génère une rotation gauche ou droite de la vertèbre. Et enfin, il va frictionner avec son pouce le ligament surépineux et interépineux. Qu'est-ce qu'il obtient en examinant donc la vertèbre de cette façon? Il va obtenir en fait un canevas dans sa tête. Et il va se dire, si par exemple à cet endroit-là, je retrouve une douleur à ces 4 tests, il y a réellement un problème au niveau de cette vertèbre. Et là, on est vraiment précis. C'est ça qui différencie, vraiment, ça j'insiste sur ce point-là, l'examen ostéopathique qui est enseigné par l'école Meigne, mais pas seulement l'école Meigne, mais enseigné pour les médecins, qui repose vraiment sur un diagnostic qui est précis, clinique, reproductible. Vous allez voir quelqu'un de la même formation qui examine le patient, il va retrouver le même diagnostic. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on examine un patient d'un point de vue ostéopathique plus fonctionnel, où en fait on met ses mains, on est plus dans le ressenti, on sent que ça tourne à droite, à gauche. Là, ça fait plus appel à une certaine subjectivité qui n'est pas forcément reproductible. Donc il faut vraiment se battre pour que l'examen soit précis, méthodique, rigoureux, reproductible d'un médecin à l'autre. D'accord. Ça, c'était un petit peu le check-up un petit peu que vous allez faire avec votre patient. On reviendra dans la 3e partie dans quelques instants sur les différentes indications, mais on a toujours cette image de l'ostéopathe qui va faire craquer les membres, qui va donc manipuler de façon... alors que finalement, c'est plutôt doux, la façon dont vous le faites est maîtrisée. Ça peut faire peur. Ces manipulations, c'est ce que tout le monde redoute finalement. On les redoute parce que malheureusement, il y a certains ostéopathes qui ont un petit peu trop forcé. Alors, ce n'est pas le problème de l'ostéopathie une fois de plus, c'est le problème de certains ostéopathes. Maintenant, l'erreur est humaine, qui ont un peu trop forcé, qui ont manipulé peut-être des patients qui ne devaient pas être manipulés. Et ça, ils auraient pu le savoir s'ils avaient peut-être fait un examen méthodique dès le départ, s'ils avaient posé des bonnes questions à l'interrogatoire. Peut-être qu'ils ont fait mal aussi parce qu'ils ne sont pas assez formés, donc ça, il faut se former. Mais quand c'est bien exécuté, une manipulation, ce n'est pas un acte qui est douloureux en fait. Théoriquement, c'est un acte par définition qui est indolore, qui est rapide, très rapide. Donc c'est à haute vélocité, mais c'est à très très faible amplitude. Donc ça veut dire que c'est un mouvement qui va être très rapide, qui n'est pas douloureux, et qui va déplacer l'articulation ou un groupe de segments articulaires, mais vraiment sur même pas 1 millimètre. Donc il n'y a aucun risque de déclencher une entorse grave ou une luxation. Donc j'insiste sur le fait que ce n'est pas... Si c'est bien fait. Si c'est bien fait. Mais c'est pour ça qu'il faut tout un protocole de préparation du patient, d'interrogatoire, d'examen clinique. Et on ne s'amuse pas à manipuler un patient, évidemment, dès qu'il est installé sur la table et crac, on le prépare, on l'écoute, on étire doucement les muscles pour préparer un petit peu le coup, par exemple, à la manipulation. D'autres techniques comme les mobilisations articulaires, les tractions articulaires, et puis aussi tout ce qui va être muscle. Toutes ces techniques, vous les mettez ensemble. Comment vous définissez? C'est en fonction de ce que vous allez vouloir faire. Quand vous dites qu'il y a une vertèbre à déplacer, est-ce qu'après vous allez vous baser plus sur le muscle qui est touché? Après, ça dépend du patient. C'est vrai que quand on a un patient qui est âgé, qui a tendance ostéoporotique, qui est très menu, c'est vrai qu'on a tendance à privilégier plutôt les techniques de mobilisation, les techniques de traction douce, les techniques musculaires, plutôt que la technique manipulative qui, même si elle est bien faite, présente toujours un petit risque. Pas forcément du fait du thérapeute, du médecin ou du non-médecin, ostéopathe, mais du fait du patient qui peut se crisper. Donc qu'est-ce qu'on va privilégier si on va faire systématiquement une manipulation? Et Dieu sait si ces autres techniques sont efficaces. On peut proposer les mobilisations.
Donc qu'est-ce que c'est qu'une mobilisation? C'est un acte, un mouvement de va-et-vient en fait. Donc, par exemple, sur des séquelles d'entorse bénigne d'une interphalangienne proximale, on va chercher à faire des mouvements de va-et-vient, droite-gauche, rotation droite, rotation gauche. L'idée, c'est quoi en fait? C'est de dégripper l'articulation, de la dérouiller, d'étirer les ligaments, les capsules qui sont un petit peu figées. C'est de tirer sur les muscles qui sont contractés, qui sont les sentinelles mais qui sont contractés. Les tractions, c'est un peu la même chose. Ce sont des techniques qui visent en fait à tirer dans l'axe de l'articulation. Toujours pareil pour étirer les ligaments, la capsule articulaire, décontracter les muscles, mais également décongestionner. Sur des petites poussées inflammatoires d'arthrose, les tractions articulaires peuvent avoir des bonnes vertus décongestionnantes. Et bien sûr, les techniques musculaires sont très efficaces. Il faut vraiment ne pas les oublier. Et elles peuvent parfois suffire à traiter beaucoup de patients. La finalité, c'est de détendre un muscle qui est contracté parce qu'il a été surmené, parce qu'il a trop forcé, parce qu'on a pris une mauvaise position, mais contracté aussi parce qu'il suffit qu'on ait un problème articulaire pour que l'articulation, via les récepteurs, envoie un ordre à la moelle épinière au cerveau et il dit aux muscles, contracte-toi. Donc il se contracte. Donc un muscle, en fait, il se contracte parce qu'il a trop forcé, mais le muscle, il peut aussi créer la souffrance de l'articulation. Donc ça, c'est important à bien dire, à faire paraître, à bien faire passer auprès des téléspectateurs, c'est que le muscle, il est le sentinelle, en fait, de beaucoup de choses. Et je vais vous citer, vous dites « Tout l'art de l'ostéopathie réside dans sa capacité à relier des douleurs que vous ressentez à une origine en particulier rachidienne ». C'est vraiment ça le cœur du sujet. Alors, on va passer tout de suite à la troisième partie de cette émission, les applications cliniques de l'ostéopathie. Et on va l'introduire par la question du jour qui vous est posée avant l'émission dans la newsletter de Fréquence N. C'était la suivante. Conseillez-vous de l'ostéopathie à vos patients? Et voici ce que vous nous avez répondu. Alors oui, à 86%, non à 14%. 86%, c'est quand même un chiffre qui est... Ce sont des résultats qui me font plaisir, effectivement. Énormément. Ça vous étonne? Je ne les imaginais pas aussi élevés. Le corps médical change progressivement, ça me fait plaisir. Il s'ouvre de plus en plus vers des approches manuelles, mais pas que manuelles. On le voit aussi au niveau de la phytonutrition, de l'homéopathie. Donc le corps médical change et c'est une très bonne chose. J'en suis que ravi, évidemment. Bien sûr. Justement, est-ce que finalement le corps médical change, mais est-ce que ça se prescrit l'ostéopathie? Est-ce que sur une ordonnance, on dit une séance d'ostéopathie ou c'est plus informel? Alors en général, l'ostéopathie est un acte qui n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Donc un médecin peut le prescrire, il peut prescrire 2-3 séances d'ostéopathie. En général, c'est plus destiné aux kinésithérapeutes. Rarement un confrère médecin ostéopathe qui, lui, n'a pas besoin d'une lettre pour pouvoir générer un acte ostéopathique. Donc ça peut se prescrire effectivement. Le kiné appréciera qu'il y a un relationnel qui s'établit entre lui et le médecin. D'accord. Mais maintenant, d'un point de vue réglementaire, l'ostéopathie n'est pas reconnue par la sécurité sociale. Donc, si le kiné exerce l'ostéopathie, pratique l'ostéopathie, théoriquement, ce n'est pas un acte qui est reconnu. Le médecin, s'il exerce l'ostéopathie, après, tout dépend de son appartenance au secteur 1, 2 ou 3. Mais officiellement, la sécurité sociale ne reconnaît pas l'ostéopathie. D'accord. C'est toujours un acte hors nomenclature, malheureusement. Et les mutuelles? Les mutuelles, de plus en plus, prennent en charge l'ostéopathie sur présentation d'une facture. D'accord. Et très souvent, c'est vrai qu'il y a un package qui est proposé dans les mutuelles qui permettent d'être remboursé à hauteur de 150-200 € par personne par an. Mais ça n'est pas, évidemment, toutes les mutuelles qui proposent cela. À quel moment il faudrait venir vous consulter? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir mal, entre guillemets, ou est-ce qu'on pourrait venir vous consulter en préventif? Je pense qu'il faut consulter un ostéopathe quand on ressent une douleur qui est installé, on a vu son médecin, il n'y a pas de solution, lui-même est désemparé. Donc c'est vrai qu'ouvrir le parapluie vers une autre approche est toujours une chose utile pour le patient, utile également pour le médecin qui sera ravi qu'on trouve une solution à son patient. Donc quand on a une souffrance. Maintenant, si on a eu un traumatisme de la voie publique, un accident de la voie publique, pardon, si on a un traumatisme sportif, un accouchement difficile, si on a régulièrement des postures inadaptées, je prends l'exemple du dentiste, par exemple, qui est toujours en position penché sur le côté, évidemment, il devrait consulter de manière préventive l'ostéopathe parce que par le simple jeu de la posture asymétrique, il crée d'importantes contractures musculaires sur les trapèzes. Il crée une attitude scoliotique avec une compensation au niveau des muscles. Donc en préventif, oui, si on sait qu'on a une mauvaise posture, si on a eu un traumatisme. En curatif, si on ressent des problèmes. Maintenant, il y a aussi des gens qui vont consulter à visée d'entretien, comme on le fait avec le dentiste, le gynécologue, pour un examen de routine. Et ça, en général, cet examen est conseillé
1 à 2 fois par an. Tout dépend bien sûr de l'intensité des sollicitations mécaniques. Hein. Si vous êtes un sportif de haut niveau, vous allez consulter plus que quelqu'un un peu plus sédentaire. Mais 1 à 2 visites par an, 1 à 2 consultations par an chez l'ostéopathe serait quand même une bonne chose. Très bien. Alors là, on va passer en revue un petit peu les différentes indications qui sont possibles. Alors on pense tout de suite bien entendu à toutes les pathologies de la colonne vertébrale. Donc vous aviez dit à l'instant la scoliose, mais on peut entendre aussi les hernies discales. À quel moment vous intervenez et sur quoi vous allez agir finalement? Parce qu'il ne faut pas forcément, alors je ne sais pas, court-circuiter entre guillemets le circuit traditionnel de la médecine ou la hernie discale par exemple, vous arrivez à quel moment? Alors, sur une hernie discale, c'est clair qu'on est peu efficace, surtout à la faveur d'un accident discal, d'une poussée inflammatoire donc sur un disque, donc une discopathie inflammatoire en crise. Donc là, c'est clair, c'est du ressort de la médecine, donc c'est des anti-inflammatoires, voire la corticothérapie pendant 1 à 2 semaines. On va intervenir, c'est un petit peu plus à froid, donc 1 semaine après que l'inflammation se soit un peu dissipée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des techniques de traction pour décoapter les articulations, pour créer en fait une décoaptation du disque, pour diminuer les pressions intradiscales. Donc ça a été prouvé. Deuxièmement, on va agir surtout sur les contractures musculaires sentinelles d'une discopathie. Parce que quand il y a une discopathie, une lombalgie discale, un lumbago, une sciatique, il y a toujours des contractures musculaires. Et c'est souvent les contractures musculaires réflexes qui sont finalement très douloureuses. Donc on va agir un petit peu plus à froid sur l'articulation, sur le disque, sur les muscles. D'accord. Vous agissez également sur les membres, bien entendu, en cas d'entorse, bénigne plus que bien entendu grave. Sur l'entorse bénigne, c'est vrai que l'ostéopathie sera très efficace. Alors évidemment, les premières journées sur l'entorse bénigne, c'est du repos, c'est la cryothérapie, 20 minutes 2 fois par jour, de l'homéopathie, arnica, des anti-inflammatoires, pourquoi pas, orales ou topiques. Hein. Mais l'ostéopathie va être très intéressante pour permettre de réaxer les surfaces articulaires les unes par rapport aux autres. En cas d'entorse, il n'y a pas qu'une souffrance du ligament, il peut aussi y avoir une petite désaxation des surfaces articulaires. Et ça, c'est vrai que quand on n'est pas ostéopathe, on ne pense pas à le rechercher. Donc on va attendre la cicatrisation, mais cette cicatrisation ne viendra jamais. Si les surfaces articulaires ne sont pas dans l'axe et que le ligament est sentinelle à cela, se contracte, se fibreuse et que les muscles autour se fibrosent également, se contractent, se fibrosent également. Donc là, l'ostéopathie va reprogrammer le jeu articulaire, va détendre les muscles qui sont autour, va chercher à défibroser les ligaments. Donc là, effectivement, son action est très importante. Quand on parle d'articulation, on pense tout de suite également à l'arthrose. Là-dessus, il y a souvent la médecine traditionnelle qui se bute aux douleurs et même voilà, à toutes les préoccupations que peuvent avoir on va dire les personnes âgées ou les personnes qui souffrent d'arthrose. Là-dessus, vous avez vraiment une action efficace. Alors, c'est tout le problème de l'arthrose en fait, parce que c'est pas parce qu'on a une arthrose radiologique qu'on aura une arthrose clinique. Donc je pense qu'on a tendance à traiter par excès l'arthrose. Donc on demande beaucoup trop de radio du genou, on aboutit très souvent à des diagnostics d'arthrose, de gonarthrose fémoro-tibiale interne, externe. Et en fait, on a trop tendance, une fois qu'on a ce diagnostic clé en main, quand on est médecin, à traiter systématiquement toute douleur alléguée par le patient comme étant une très probable arthrose. Donc évidemment, après, on déploie le jeu thérapeutique classique, anti-inflammatoire. Donc l'ostéopathe, s'il est de surcroît médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à voir si c'est vraiment l'arthrose qui est la cause du problème. Donc si c'est l'arthrose, évidemment, il va la traiter. Il va la traiter en faisant un décrypage articulaire, en agissant sur les contractures musculaires, sur les quadriceps, sur les ischio-jambiers, donc agonistes ou antagonistes. Il va chercher en fait à soigner la posture. Mais il va également chercher à voir s'il n'y a pas un retentissement sur la cheville. Parce que si par exemple on a une gonarthrose mais qu'on n'a pas traité un problème d'homme de l'astragale, un problème d'articulation talofibulaire, on se rend compte que finalement l'arthrose va perdurer parce qu'elle est auto-entretenue par le jeu de posture déficiente. Voilà. Donc, un cercle vicieux finalement. C'est un cercle vicieux en fait complètement. Donc il faut casser à tout prix ce cercle vicieux. Et quand on est médecin classique, généraliste, rhumatologue, le médecin de physique de rééducation en général, c'est vrai qu'il est un peu plus ouvert vers les chaînes musculaires, mais c'est vrai que le généraliste rhumatologue soit un peu trop ciblé sur le traitement de la souffrance et l'application d'un geste locodolentie. Alors c'est l'enseignement médical, il présente des avantages, mais il présente aussi une vision un peu réductrice. Alors il y a d'autres localisations, voilà, ORL, vous agissez alors, avec étonnement sur les acouphènes.
par quel mécanisme finalement l'ostéopathie peut aider au niveau des acouphènes? Parce qu'on se dit, voilà, c'est un traumatisme de l'oreille interne. Alors, schématiquement, les acouphènes, effectivement, c'est un traumatisme de l'oreille interne. Plus on attend, plus ça va être difficile à soigner. Maintenant, comment peut agir l'ostéopathie? C'est surtout sur des acouphènes qui sont récents. Alors, par quel biais? Alors, l'ostéopathe va chercher à déterminer s'il n'y a pas des contractures musculaires au niveau de ce qu'on appelle les muscles du cardon sous-occipital, donc qui sont juste sous l'occiput. Quand ces muscles sont contractés, ils vont bloquer les nerfs, les vaisseaux qui vont vers l'oreille interne. Et on s'est rendu compte que dans certains patients, pris rapidement, quand on décomprime ces muscles, on libère le nerf, on libère les paquets de vaisseaux, et du coup, il peut y avoir une réinnervation qui s'opère et des acouphènes qui disparaissent comme par magie. Mais j'insiste, ce n'est pas tous les patients, c'est même une petite partie des patients qui ont des acouphènes, et surtout, il faut consulter rapidement. Bien sûr. Il y a d'autres localisations qui sont un petit peu, on va dire, on ne va pas dire exotiques, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite, l'ostéopathie. Tout ce qui va être sphère digestive, vous donnez même des exemples de patients dans votre livre, de vos expériences. Une femme pour laquelle vous lui avez soigné des colites et des ballonnements. On ne se dit pas que ça a une origine ostéo-articulaire finalement? Classiquement, les colites, on le sait, c'est des problèmes d'intolérance soit alimentaire, problèmes de nervosité, ça c'est connu. Maintenant, comment l'ostéopathie peut agir? Par une action réflexe. Donc, ce que savent très peu de médecins, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le dire et le redire, c'est qu'en fait, beaucoup de problèmes de ventre, beaucoup de problèmes de prostate, je répète, beaucoup de douleurs dans la zone de la prostate, beaucoup de douleurs dans la zone du testicule, beaucoup de douleurs dans la zone des ovaires, peuvent avoir une origine rachidienne. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il suffit que vous ayez un petit déplacement d'une vertèbre, par exemple la 12e dorsale et la première lombaire, petit déplacement, le nerf est coincé, le nerf, donc il va prendre un trajet qui va partir de derrière, il va passer devant les côtes et il va arriver au niveau du ventre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre? Il va bombarder d'informations le système nerveux digestif. On sait qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses au niveau digestif. Comment va répliquer le système nerveux digestif au niveau des muscles? Donc les muscles vont se contracter, les fibres musculaires lisses digestives vont se contracter. Donc ça va créer, on imagine, des colites, des spasmes, des ballonnements. On manipule certains patients qui ont des colites et des ballonnements, la vertèbre incriminée, donc là en général c'est la 12e dorsale ou la première lombaire, et on assiste parfois, c'est pas systématique, à des améliorations étonnantes de colites, de ballonnements qui ont pourtant été explorés maintes fois sans aucun résultat probant. C'est quand même... c'est assez bluffant parfois. Ouais, c'est assez bluffant. Oui, les problèmes du testicule, c'est pareil, il y a beaucoup de douleurs testiculaires qui sont d'origine rachidienne. Beaucoup de douleurs en regard de la sphère ovarienne qui sont en fait d'origine rachidienne. Il faut absolument le dire parce qu'on ne le pense pas le savoir. Il y a beaucoup de gens qui sont opérés de kystes aux ovaires, beaucoup de femmes qui sont opérées de kystes aux ovaires parce qu'on n'a pas trouvé de solution, ça fait très mal. Surtout avant d'envoyer chez le gynéco, pensez à envoyer chez un ostéopathe pour explorer la partie basse du rachis dorsal pour voir s'il n'y a pas ce qu'on appelle un dérangement intervertébral mineur, donc une petite perturbation en fait de ce segment articulaire-là. C'est fondamental. Beaucoup d'exemples dans votre livre. Je vous conseille bien entendu de vous le procurer. Et on va tout de suite passer à vos questions. Alors, les femmes enceintes peuvent-elles aussi être concernées? On en a parlé. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Donc, les femmes enceintes ont très souvent mal au dos, pour les raisons qu'on imagine. Elles prennent du poids, le centre de gravité a tendance à basculer en avant, les articulations sont très mobiles par le jeu de la relaxine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Douleur au niveau de la charnière thoracolombaire, chère à Robert Meigne. Douleur au niveau des articulations sacrées, sacro-iliaques. Douleur au niveau du coccyx. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent en général? Des lombalgies, bien sûr, hautes, basses, donc au niveau des fesses, au niveau de la partie moyenne du dos, des douleurs de coccyx. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Évidemment, l'ostéopathie, qui va être vraiment une technique très efficace. Donc, on va détendre leurs muscles, on va repositionner très doucement la vertèbre qui a un petit peu bougé à la faveur de la mise en avant du centre de gravité, qui va reporter les contraintes articulaires non pas sur la partie basse et lombaire, mais sur la partie un peu plus haute. Donc il y a une surexpression de pathologie de la charnière thoracolombaire par la simple raison anatomique de la mise en avant du centre de gravité.
Même question pour les enfants, et à partir de quel âge et pour quelles raisons? Et il y a un autre commentaire également, n'est-ce pas dangereux de manipuler un enfant dont les os et les articulations sont en pleine croissance? L'ostéopathie va être très utile chez des enfants qui ont par exemple une plage de plagiocéphalie. Ils dorment toujours du même côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont une rétraction des muscles du cou qui font que dans le ventre, ils étaient dans une position qui était un petit peu pas adaptée. Et quand ils sont allongés sur le dos, évidemment, ils n'arrivent pas à tourner la tête de l'autre côté, donc ils dorment toujours du même côté. Les os des nouveau-nés, des nourrissons, sont très laxes, donc évidemment, ils s'aplatissent. Donc là, l'ostéopathie sera vraiment à conseiller. Et j'insiste rapidement, même dès la première semaine. N'attendez pas trop longtemps en pensant que ça va se remettre en place au bout de 6 mois. Si on attend trop, ça va être difficile. Donc c'est pour agir sur sur la plagiocéphalie, sur les raideurs musculaires au niveau du cou de l'enfant qu'on va faire appel à un ostéopathe. Sur les problèmes de nervosité aussi, l'ostéopathie va être utile parce que la position des mains sous l'occiput aura une action très sédative pour les régurgitations, pour certaines colites. Maintenant, pour la croissance, on peut parfaitement envisager un traitement ostéopathique. Si l'enfant a des contractures musculaires, s'il a des blocages articulaires, il n'y a pas de risque de léser un os en croissance, si bien sûr l'ostéopathe s'y prend de bonne façon. Donc là, il faut vraiment dire à cette personne en fait, qu'il n'y a aucun risque d'aller voir un ostéopathe si l'enfant est en croissance. D'accord. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'être médecin pour pratiquer l'ostéopathie? Alors, je pense que être médecin, c'est un plus. Ouais. Parce que quand on est médecin et ostéopathe, on a vraiment un panel thérapeutique qui est très large. Alors si en plus, après, on s'est diversifié sur des médecines naturelles, le panel il est immense, c'est clair. Maintenant, il y a des bons médecins ostéopathes, comme il y a des mauvais ostéopathes médecins, et vous avez des ostéopathes non médecins qui sont bons. Donc si vous avez le choix, il vaut mieux privilégier un médecin ostéopathe, qui en plus est inscrit à l'ordre des médecins. Donc s'il y a une problématique, s'il y a un problème d'accident, évidemment, vous aurez des recours, ce qui n'est pas forcément le cas si vous allez voir un non-médecin. Maintenant, soyons clairs, il y a des ostéopathes non-médecins qui sont très compétents, qui adorent leur travail et qui méritent le respect. Bien entendu. Et au niveau des formations, il y a des écoles qui donc apprennent l'ostéopathie. Est-ce qu'il y a, on ne va pas dire pas une liste, mais est-ce qu'il y a des choses où on se dit, bon, il faut voir s'il est diplômé de telle école, s'il est diplômé, parce qu'il y en a beaucoup, il y a certaines personnes qui se retrouvent face à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup pratiqué ou qui n'ont pas... C'est tout le problème de l'enseignement de l'ostéopathie. Alors ça, je pense que c'est important d'en parler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'enseignement de l'ostéopathie a été autorisé pour les médecins depuis plusieurs décennies. En 1996, donc, un diplôme qu'on appelle le DIU de médecine manuelle et ostéopathie a été ouvert pour les médecins dans différentes facultés à Paris et dans les grandes métropoles. Et il faut savoir que jusqu'à 2002, en fait, seuls les médecins pouvaient exercer l'ostéopathie. À partir du décret Kouchner du mois de mars 2002, donc, on a décrété, à tort ou à raison, qu'en fait, on pouvait devenir ostéopathe non médecin à condition de s'inscrire dans des écoles agréées. Et c'est là où était le problème, c'est parce que qu'est-ce qu'on voulait dire par agréé? Évidemment, il y a eu toute une ribambelle de création d'écoles d'ostéopathie qui ont poussé comme des champignons. Alors certaines étaient bonnes, certaines très mauvaises. Tout ça pour vous dire qu'en quelques années, on est arrivé à un total d'écoles à 75. Donc il y avait 75 écoles d'ostéopathie en France. Donc soit 3 fois plus qu'en Angleterre et autant qu'aux États-Unis. Et évidemment, bon nombre de ces écoles d'ostéopathie étaient de mauvaise qualité, donc formaient des étudiants de mauvaise qualité. Donc c'est vrai que c'était inquiétant. Il y avait une pléthore d'ostéopathes qui s'installaient, donc évidemment les ostéopathes compétents n'avaient plus de boulot. Donc c'est pour ça que le ministère de la Santé en 2011 a décrété, et a raison, qu'il fallait encadrer un peu plus l'enseignement de l'ostéopathie. On aurait dû le faire en 2002. On le fait en 2011. Une partie, voilà. Il n'est jamais trop tard, comme on dit. Bien entendu. Maintenant, il n'y a plus que 24 écoles d'ostéopathie qui sont agréées, reconnues et qui forment des ostéopathes avec un cahier des charges qui est satisfaisant. D'accord. Mais c'est clair, pendant longtemps, c'était un petit peu une dérive énorme. C'était beaucoup du business. C'était le jeu du plus fort entre des directeurs d'écoles d'ostéopathie qui achetaient et qui copinaient, bon, j'en dirai pas plus, mais qui copinaient et qui avaient l'accréditation pour l'ouverture de ces écoles. Et ça dessert ces pauvres étudiants en ostéopathie à qui on a fait miroiter qu'ils auraient du boulot. Et c'est souvent faux, parce qu'ils galèrent les premières années. C'est injuste pour les parents qui ont payé très cher les écoles d'ostéopathie, 7 000 € par an. Et c'est injuste aussi pour l'ostéopathie, parce qu'il y a beaucoup d'ostéopathes qui sont mal formés, il y aura des mauvais résultats, et ça va retentir sur l'ostéopathie. Ce n'est pas l'ostéopathie qui est le problème, c'est l'enseignement de l'ostéopathie dans certaines écoles. Voilà, ça a le mérite maintenant d'être Je pense que c'est important à dire. Ouais.
Une dernière question, comment situez-vous l'ostéopathie par rapport à la chiropraxie et aux autres techniques manuelles? Puisqu'il y a d'autres techniques de médecine complémentaire. Alors, la chiropraxie est une médecine naturelle, manuelle, très noble, qui, il faut le dire, est mieux encadrée, a été pendant très longtemps mieux encadrée que l'ostéopathie. Maintenant, depuis 2011, l'ostéopathie est bien encadrée, mais la chiropraxie est quand même mieux encadrée. Donc c'est un examen qui est compliqué, il y a un cahier des charges difficile, ça se fait sur 5 ans, là où pendant de nombreuses années, les ostéopathes étaient formés en 3 ans, et de mauvaise façon. Donc la chiropraxie est une formation sérieuse. Il y a beaucoup moins de chiropracteurs en France. Donc la différence par rapport à l'ostéopathie, c'est quoi? C'est que le chiropracteur va beaucoup plus agir sur les vertèbres. L'ostéopathe, bon, vertèbres et appareils musculo-squelettiques périphériques, donc les genoux, les chevilles, les épaules. Là où l'ostéopathe va, en plus de l'action sur ces groupes articulaires, il va agir également sur le digestif, sur les pathologies ORL. Donc c'est une action un peu plus large. Mais la chiropraxie est une très bonne médecine. Alors, les chiropracteurs ont un peu tendance à avoir des techniques un peu de tradition un peu violente. Thruster, en fait, on appuie un bon coup, donc c'est vrai que ça fait un peu peur. Les techniques se sont un peu améliorées, donc maintenant c'est vrai que c'est un peu moins trusté. Donc la chiropraxie, il faut le savoir, est une très bonne médecine aussi. Très bien. Maintenant, vous avez d'autres médecines manuelles qui sont aussi pratiquées. Vous avez la reboutologie ou l'art des rebouteux. C'est une connotation un petit peu péjorative, rebouteux. Alors, ça a une connotation péjorative, c'est clair. Mais que sont les rebouteux? En fait, ce sont les thérapeutes qui ont pris la suite des Perses, des Égyptiens, des Chinois, qui commençaient il y a très longtemps déjà à travailler en faisant des techniques manuelles. Ça ne s'appelait pas ostéopathie. En fait, c'est en 1874 que réellement est née l'ostéopathie aux États-Unis. C'est Andrew Taylor Still, donc, qui a pris toutes les techniques qui venaient de tous les continents, il les a modernisées et il a créé donc un canevas qui permet de pratiquer une médecine manuelle moderne. Très bien. Ben voilà, moi je pense qu'on en a fait le tour de la question. On a encore plein de choses à dire, mais on arrive à la fin de cette émission. Quel message que vous voulez passer ce soir aux médecins qui nous écoutent? Je pense qu'il faut ouvrir son esprit, il faut utiliser son savoir, qui est noble, qui est respectable, mais il faut aussi se dire que ce qu'on a appris n'est pas forcément toujours exact, qu'il faut ouvrir l'esprit vers l'ostéopathie, vers la phyto, vers l'homéo. Plus on ouvre son esprit, plus on va s'aider soi-même, plus on va aider son patient. Je pense qu'il faut donner ce message-là. Très bien, il est donné ce soir. Merci beaucoup Gilles Mondoloni d'avoir été avec nous ce soir. Je vous rappelle le titre de votre dernier livre, Le guide de l'ostéopathie, aux éditions Odile Jacob. Merci à vous de nous avoir suivis et comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation pour poursuivre la discussion, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir toutes nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com, mais également sur la chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine, excellente soirée à tous. Ciao.